Nabant, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On parlera ce soir des suites du massacre de Khan Cheikhoun en Syrie. Selon la Turquie, les autopsies confirment la nature chimique de l'attaque. Cette fois, Donald Trump se joint clairement aux condamnations du régime de Bachar al-Assad. On reviendra sur ce nouvel épisode du feuilleton Fessenheim. La fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France a été votée, mais pas pour tout de suite. C'est ce qu'a décidé le conseil d'administration d'EDF dans une ambiance houleuse. Puis on verra que la colère ne faiblit pas en Serbie. Les manifestations contre le président élu dimanche se multiplient. Aleksandar Vučić est accusé par la rue d'avoir volé son élection et d'imposer une chape de plomb autoritaire sur le pays. 86 morts, dont 27 enfants, mais aussi 546 blessés. C'est le bilan de l'attaque de la ville de Khan Cheikhoun mardi matin en Syrie. La Turquie, qui a effectué des autopsies sur certains corps, affirme aujourd'hui qu'une attaque chimique est bien à l'origine de cette hécatombe. Attaque chimique que la communauté internationale impute à Bachar al-Assad. Damas dément, Moscou dément, bref, aucun pion ne bouge sur l'échiquier, sauf le pion Trump qui fait volte-face. Les détails, Barbara Laure. La douleur de cet homme dit mieux que les mots, le martyr de Khan Cheikhoun. Il a perdu toute sa famille, femmes, enfants, parents, tous morts suffoqués, vraisemblablement du gaz sarin. 2 jours après l'attaque chimique, les cadavres d'animaux gisent encore dans les rues. Quelques intrépides effectuent des prélèvements. Ils aideront peut-être à confondre les coupables. Les pays occidentaux et la Turquie accusent clairement le régime de Damas, qui nie toujours et encore. L'armée syrienne n'a pas utilisé et n'utilisera jamais des armes chimiques contre son propre peuple, pas même contre les terroristes. Damas refuse toute commission d'enquête et a livré sa propre version des faits, la même que Moscou évidemment, pour expliquer ces nuages chimiques. Selon eux, les avions syriens ont frappé un entrepôt rebelle qui contenait des substances toxiques. Dans un communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine a jugé inacceptable aujourd'hui d'accuser le régime sans preuve. Clairement une réponse à ce message de Washington. Il n'y a aucun doute dans nos esprits, le régime syrien de Bachar al-Assad est responsable de cette attaque atroce. Nous estimons qu'il est temps que les Russes réfléchissent vraiment bien à la poursuite de leur soutien au régime Assad. Pourtant, il y a quelques jours encore, le président Trump disait pouvoir s'accommoder de l'idée qu'Assad reste au pouvoir, que c'était l'affaire des Syriens. Mais voilà que cette attaque chimique a provoqué chez lui un revirement à 180 degrés dont il a le secret. De nombreuses lignes ont été franchies, bien au-delà de lignes rouges, de nombreuses lignes. C'est tout à fait possible, je vais vous dire, c'est déjà le cas. Mon attitude vis-à-vis de la Syrie et d'Assad a nettement changé. Trump menace de passer à l'action en Syrie, mais refuse de préciser quelles options il envisage. Hier, son ambassadrice à l'ONU a brandi des photos d'enfants gazés pour mettre la pression au Conseil de sécurité, où les négociations se poursuivent ce soir. Il s'agit de voter une résolution qui condamne l'attaque chimique et somme le régime de se soumettre à une enquête. La Russie posera-t-elle une fois encore son veto? La vie de ces gens en dépend. On sera les prochains, peut-on lire sur les pancartes de ces manifestants à Douma, une autre ville rebelle dans le viseur du régime. En France, le cas Fessenheim vire à l'imbroglio qui attise toutes les passions. Vous savez que la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire française était une promesse de campagne de François Hollande, fermeture maintes fois reportée. Et une chose est sûre, les délais ne seront pas tenus. Le conseil d'administration d'EDF a bien voté aujourd'hui dans une ambiance tendue pour la fermeture, mais pas avant 2019. Bref, il y a 2 façons de voir les choses. On peut dire que c'est un camouflet pour le gouvernement ou une réussite un peu retardée. Méline Freda nous en dit plus. Depuis midi, ils attendaient anxieux devant le siège parisien d'EDF. Le conseil d'administration de l'électricien devait se prononcer sur le sort de Fessenheim et donc de leurs emplois. En fin d'après-midi, les syndicats crient victoire. L'abrogation d'autorisation d'exploitation de Fessenheim a été rejetée. La fermeture de la centrale est reportée, c'est donc un répit pour les salariés. On est soulagé, maintenant c'est un soulagement de courte durée, puisque comme ça a été dit, le principe de la fermeture de Fessenheim a tout de même été acté. Soulagement de la CGT, mais côté EDF, aucune déclaration. Officiellement, Fessenheim fermera, mais pas dans l'immédiat. Décision prise dans une ambiance électrique. Matignon, par la voix de Ségolène Royal, a fait pression pour obtenir la fermeture rapide de Fessenheim. Le gouvernement, qui détient 1/3 des voix au conseil d'administration, était prêt à passer en force pour éviter tout nouveau retard dans l'arrêt de la centrale.
Pour la ministre de l'écologie, l'électricien a reçu toutes les garanties. Sa capacité de production ne diminuera pas car l'arrêt de Fessenheim ne se fera pas avant la mise en chantier de l'EPR de Flamanville. Et puis surtout, pour Matignon, il était inconcevable qu'EDF ne s'aligne pas sur le gouvernement. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. C'était une promesse du tout nouveau président Hollande, promesse sans cesse repoussée. On parle maintenant de 2019, sans compter que tout peut être remis en question. Nous sommes à moins de 3 semaines de la présidentielle et parmi les favoris, 3 sont pour la fermeture, 2 pour la prolongation. Ce soir, c'est toujours la cacophonie sur l'avenir de Fessenheim. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait vivre toute une région. 2000 emplois en dépendent. Dans le village de Fessenheim, la moitié de la population tire ses revenus du travail à la centrale. Pour les salariés et les élus locaux, la fermeture, c'est la désindustrialisation et la mort. Un gaspillage aussi. 300 millions d'euros ont été injectés après Fukushima pour renforcer la sécurité d'une centrale qui a connu une série de pannes. Pas de licenciement, c'est ce que la direction de PSA a assuré aujourd'hui aux salariés d'Opel en comité central d'entreprise. Les 19 000 employés allemands du constructeur automobile craignent pour leur emploi après leur achat de l'entreprise par PSA qui compte préserver le statut des quelques 10 usines européennes concernées. On reste en Allemagne avec ce phénomène qui prend de l'ampleur, le retour au pays des habitants qui avaient quitté l'Est. Pendant la décennie qui a suivi la chute du mur, quelques 850 000 personnes sont parties tenter leur chance à l'Ouest, fuyant leur région minée par le chômage. Mais désormais, chaque année, une centaine d'entre eux reviennent, déçus de leurs conditions de vie à l'Ouest, loin de leur famille, mais aussi attirés par l'amélioration économique de l'Est. Des agents spécialisés se sont même montés pour les aider à se réimplanter. Reportage Nathalie Daiber et Ronnie Koubis. Décorer le jardin pour Pâques, Ami et Nilo adorent ça. Ils sont ici en vacances pour l'instant car cet été, toute la famille quittera la région de Francfort pour s'installer ici à Finsterwalde, dans le Brandebourg. D'ici là, leurs parents Stéphanie et Sven ont du pain sur la planche. Cette maison, ils l'ont eue en héritage. Stéphanie est née ici et si elle veut revenir y vivre, c'est surtout pour des raisons familiales. À Francfort, personne ne peut garder les enfants quand on en a besoin. On court toujours après le temps. Quand un des gosses est malade, on ne peut pas aller travailler vu qu'on n'a personne pour le garder. Tandis qu'ici, ils ont leur grand-mère. Et puis ici, c'est chez nous. C'est vrai. Les parents de Sven ont quitté l'Allemagne de l'Est en 1990, quelques mois après la chute du mur de Berlin. Son père avait trouvé un emploi mieux payé à l'Ouest. Stéphanie, elle, est partie travailler en Autriche. Ici, la restauration payait très mal, tandis qu'à l'étranger, on pouvait gagner beaucoup plus d'argent pour le même boulot. Le couple n'est pas le seul à revenir dans l'Est de l'Allemagne. Les vieux bâtiments ont été restaurés et surtout, il y a à nouveau du travail. La main-d'œuvre est très demandée. Magasinier de formation, Sven a tout de suite trouvé un emploi. De son côté, Stéphanie envisage de se mettre à son compte. Cette agence est spécialisée dans ce genre de démarche. Sa fondatrice est elle-même revenue dans l'Est de l'Allemagne il y a 5 ans. Pour la région, les gens comme elle sont une véritable valeur ajoutée. Les gens qui reviennent s'installer ici apportent énormément de savoir-faire à la région. Ils ont des idées, des projets. Nous avons constaté que beaucoup de petits entrepreneurs étaient des femmes qui travaillent à la maison. Certaines créent leur boutique en ligne. Elles découvrent des choses qui n'existent que dans les grandes villes et elles montent leur petit business. Cela fait 10 ans déjà que Monique et Matthias Fritsche sont revenus à Finsterwalde. Comme eux, leurs enfants sont nés ici. Aujourd'hui, elle est professeure et lui est ouvrier spécialisé. Lorsqu'ils sont partis à l'époque, ils pensaient ne jamais revenir. Nous sommes la génération stagiaire qui n'avait aucune perspective ici. On nous disait tout le temps, vous devez partir d'ici pour trouver un emploi convenable et prendre un bon départ dans la vie. Je trouve que c'est une belle évolution, que de plus en plus de gens reviennent au pays, que des familles reviennent près de leurs parents. Après la chute du mur, de nombreux jeunes n'ont pas eu d'autre choix que d'aller à l'Ouest. C'est peut-être pour ça qu'ils y reviennent aujourd'hui avec d'autant plus de plaisir.
La mobilisation ne faiblit pas en Serbie contre le nouveau président Aleksandar Vučić, élu dimanche. Des milliers de manifestants défilent dans une quinzaine de villes du pays depuis maintenant 3 jours. Ils dénoncent la dérive autoritaire de l'homme politique, ancien ultranationaliste devenu modéré et pro-européen. Aleksandar Vučić, arrivé largement en tête, et ce dès le premier tour, entend cumuler son ancien poste de Premier ministre avec ses nouvelles fonctions. Il tient d'une main de fer les médias officiels qui ont ostensiblement soutenu sa campagne. Nina Gottleber. Dictateur, voleur, démission, voici le genre de propos qu'on entend fleurir dans les manifestations contre le nouveau président serbe Aleksandar Vučić depuis maintenant 4 jours. Parmi ses opposants, à Belgrade comme partout dans le pays, beaucoup d'étudiants qui dénoncent son pouvoir autoritaire, sa mainmise sur le Parlement, la justice et les médias. Et une fraude électorale massive sur près de 800 000 voix qui auraient été comptabilisées à tort, comme l'ont rapporté certains médias. Je suis ici pour manifester contre Vučić. Nous devons nous montrer encore beaucoup plus durs que lui. Encore plus. Parce que c'est un dictateur, un voleur et un criminel. Parce qu'à cause de lui, les gens vivent dans la misère. Je me réjouis que la jeunesse descende dans la rue, exactement comme nous l'avions fait contre Milošević à l'époque. Nous devons nous débarrasser de cette vermine. Aleksandar Vučić a été triomphalement élu président dimanche avec 55% des voix dès le premier tour. Mais tous n'ont pas oublié son passé d'ultranationaliste aux côtés du dictateur serbe Slobodan Milošević, malgré son virage vers le centre droit et un programme devenu avec le temps populiste et pro-européen. Nous constatons que la grande majorité des citoyens serbes est pour la poursuite des réformes, pour le rapprochement avec l'Union européenne et pour le maintien des liens qui traditionnellement nous unissent à la Russie et à la Chine. Pour le moment, l'Union européenne ne s'est pas prononcée contre le nouveau président. Les manifestants disent s'être organisés eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ils sont chaque jour un peu plus nombreux et aussi plus bruyants. Ils réclament des changements à la tête du gouvernement. Et la colère enfle encore au Venezuela cette fois. Les manifestations des opposants et des soutiens au président Maduro s'enchaînent avec parfois des heurts violents. Le pays est plongé dans le marasme économique qui se double d'une profonde crise politique et une étape a été franchie la semaine dernière quand la Cour suprême a tenté de s'arroger les pouvoirs du Parlement. On fait le point avec Thomas Simon. Nouvelle journée de manifestations massives au Venezuela, comme ici à Caracas, la capitale. Cible des protestataires, le président socialiste Nicolás Maduro et son gouvernement. Manifestants et membres de l'opposition réclament sa démission et des élections anticipées. Ils exigent également la destitution des 7 magistrats qui, la semaine dernière, ont brièvement confisqué le pouvoir législatif et privé les députés de leur immunité parlementaire. Hier au Parlement, les affrontements ont été violents entre le gouvernement et l'opposition qui s'accusent mutuellement de perpétrer un coup d'État. Les seuls vrais responsables de la situation indigne que nous sommes en train de traverser, c'est le gouvernement. C'est toi, Maduro. Ce sont les juges et les avocats. Vous qui êtes au pouvoir, vous avez plongé le pays dans la misère. Le monde doit comprendre que ceci ne représente pas la normalité à l'Assemblée nationale. C'est juste la tentative de paraître normal. Mais ici, il n'y a pas de normalité dans ce Parlement. Et ni le président Maduro ni le gouvernement ne semblent très impressionnés par ces manifestations qui durent depuis des mois. La colère des Vénézuéliens est attisée par la situation économique catastrophique du pays. Beaucoup n'ont plus les moyens d'acheter des aliments qui de toute façon se font rares, sans parler des médicaments. L'inflation a dépassé 1600%. Le Venezuela dispose d'importantes réserves de pétrole, mais la dette du pays s'élève à 170 milliards de dollars américains. Les marchés financiers, eux aussi, sont de plus en plus nerveux. Pour beaucoup d'analystes, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le président et le gouvernement s'accrochent malgré tout au pouvoir. Le spectacle est terminé. Le Venezuela est une démocratie, voilà la vérité. Que ça vous plaise ou non, nous sommes une démocratie malgré les tentatives de coup d'État parlementaire de l'opposition. Mais les dirigeants ne vont pas pouvoir ignorer la colère des citoyens encore bien longtemps. À chaque manifestation, la violence monte d'un cran.
1,5 million de bébés en plus par rapport à 2015. La fin de la politique de l'enfant unique en Chine a provoqué un mini baby-boom dans un pays qui compte, rappelons-le, 1,3 milliard d'habitants. Mais au-delà de la joie de ces nouveaux parents, il faut aussi voir le calcul des autorités chinoises qui cherchent à enrayer le vieillissement de la population et à entretenir la consommation intérieure. Reste que pour les familles qui ont fait le choix d'avoir un second enfant, souvent plus aisé que la moyenne, la vie a totalement changé. Reportage à Pékin de Sébastien Le Belzic et Lionel Brugeot. 2 enfants sous un même toit, une révolution en Chine depuis l'assouplissement en janvier 2016 de la politique très controversée de l'enfant unique. Dans cette famille de Pékin, une petite fille est née il y a 8 mois. Tian Tian est le fruit de cette nouvelle réglementation. J'ai dit à ma fille qu'elle pourra jouer avec sa petite sœur. Oui, tu as de la chance. Moi, je suis née pendant la politique de l'enfant unique et je me suis toujours sentie tellement seule à la maison. Rien n'est trop beau pour accueillir ce deuxième bébé. Dans un pays où l'enfant est roi, de plus en plus de familles emploient une nourrice à domicile. Je pense qu'une famille avec 2 enfants, c'est beaucoup mieux. Quand il n'y a qu'un seul enfant, il concentre toutes les attentions. C'est très mauvais pour sa personnalité. Le bébé se transforme alors en petit empereur. Entre 2015 et 2016, près d'1,5 million d'enfants supplémentaires sont nés dans le pays. Une hausse de 8,3% de la natalité qui doit donner un coup d'arrêt au vieillissement de la population et relancer la consommation intérieure, 2 priorités du gouvernement. Cette école a été créée au moment de l'annonce officielle de cette nouvelle politique. Depuis, plus de 10 000 nourrices ont été formées. Avec la fin de la politique de l'enfant unique, on constate qu'il y a beaucoup plus d'enfants aujourd'hui. On estime qu'un tiers des familles ont maintenant une nourrice à la maison. La formation dure 1 semaine. Elle est facturée 500 €. Un investissement vite rentabilisé pour ces femmes venues des campagnes. Elles toucheront plus de 700 € par mois comme aide à domicile, soit 2 fois le salaire moyen d'un ouvrier chinois. Avant de suivre ces cours, je n'étais pas très professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et c'est important parce que je vais avoir la responsabilité d'un bébé pour mes futurs clients. Nous leur enseignons ici les règles de base, comme préparer les biberons. C'est très important et pour cela, nous utilisons des poupées en plastique. Ça permet aux élèves de mieux comprendre les règles d'hygiène et de sécurité. Mais toutes les familles chinoises ne se sont pas encore converties au deuxième enfant. Le coût de la vie, le manque de crèches et d'infrastructures de santé sont un frein à la maternité. Le gouvernement envisage de verser des allocations familiales pour relancer la natalité, un renversement radical de la politique mise en place en 1972 et qui avait conduit en Chine à une explosion des avortements et des stérilisations forcées. Avec 1,5 milliard d'appareils vendus dans le monde en 2016, le smartphone a conquis la planète. Dans les pays développés, 70 à 80% des utilisateurs de mobiles ont un smartphone. De plus en plus sophistiqué, il est partout et même dans les salles de concert. Pas seulement pour filmer les stars, non, il est aussi sur scène. Plusieurs dizaines de milliers d'applications permettent de le transformer en instrument de musique et le phénomène est pris très au sérieux par les musiciens eux-mêmes. C'est d'ailleurs une matière à part entière enseignée à l'Université des Arts de Berlin. Reportage Maurice Wolf et Léonie Katman. 4 musiciens et pas un seul instrument en vue, à part des smartphones et des tablettes. Difficile à croire, mais c'est plutôt sensuel. En tant que chanteur d'opéra, c'est très important pour moi de trouver comment mon corps peut jouer avec ces instruments. Le corps tout entier doit être impliqué, il ne suffit pas de tapoter un petit écran. Pour nous, il a toujours été clair que cette nouvelle façon de faire de la musique ne pouvait se réduire à quelques clics. Ce qu'on cherche à faire, c'est combiner différentes applications musicales de façon à pouvoir faire évoluer le son à travers la gestuelle. Quand on regarde la vidéo, on voit bien que les musiciens doivent déplacer la tablette dans l'espace pour moduler le son. Exemple avec cette représentation de Per Gynt à Leipzig avec orchestre symphonique.
L'objectif n'est pas de convaincre le monde entier de faire de la musique exclusivement sur des iPads, ce serait idiot. Ce serait comme demander à chacun de ne faire de la musique que sur des guitares ou des pianos. Nous cherchons plutôt à combiner le tout. Pour l'instant, les gens sont assez méfiants, ils ont peur qu'on leur fasse remplacer tous les instruments par des tablettes. Mais ce n'est pas du tout le but. Ici, rien n'est préenregistré. Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton play, tous les musiciens jouent en direct. On ne peut pas dire que les smartphones et les tablettes sont limités à la cour de récréation ou à l'autobus. Ce sont des instruments qui ont tout autant leur place en salle de répétition ou sur scène. Ainsi s'achève ce journal. Ce soir, on se retrouve demain, même heure, même place. L'actu est de retour sur Arte dès demain à 12h50 avec le journal Toute Image. Mais l'info continue tout de suite avec le regard éclairé de 28 minutes. Et à 20h50, 3 épisodes de notre nouvelle mini-série Berlin 56. Passez une belle soirée, s'il vous plaît. Tschüss und bis morgen.